Tout a commencé bien avant 1914. Bien avant le premier coup. L'Europe n'a pas été détruite par accident. Une pression s'est lentement créée et personne ne voulait arrêter. Les nations ont grandi, sont devenues plus fortes, plus ambitieuses. Et ils commencèrent à rivaliser pour le contrôle du monde. Le capitalisme exigeait une expansion. Plus de ressources, plus de marchés, plus de pouvoir. Puis l'impérialisme est apparu. Les grandes puissances se sont assises pour partager la planète. Comme s'il s'agissait d'une planche sans propriétaire. Mais l'un d'eux grandissait plus vite que les autres. Allemagne. Et elle ne voulait pas être laissée pour compte. Les tensions ont commencé à monter. Alliance, rivalité, peur. L'Europe a cessé d'être un continent. Et est devenue un champ de bataille en attente. Lorsque la guerre éclata en 1914. Ce n'était pas le début du conflit. C'était la conséquence inévitable. De tout ce qui avait été construit en silence. Mais ce à quoi personne ne s'attendait. C'est que la guerre ne détruirait pas seulement des pays. Cela détruirait également des systèmes entiers. Révolution, chute des empires. Et de nouvelles idéologies nées du chaos. Le monde ne serait plus jamais le même. L'Europe a passé des décennies sans guerre majeure. Cela crée une dangereuse illusion. Les pouvoirs grandissaient, s'étendaient. Et ils ont accumulé le pouvoir sans s'affronter directement. Cela semblait stable. Mais en réalité, c'était un équilibre fragile. Sous la surface, les tensions montaient. Le point le plus instable se trouvait dans les Balkans, où deux forces s'affrontent constamment. La Russie et l'Empire austro-hongrois. Chaque mouvement dans cette région a rapproché le conflit un peu plus. Pendant ce temps, l'Allemagne connaissait une croissance rapide. Son ascension a modifié l'équilibre des pouvoirs en Europe. Et a suscité la méfiance à l'égard des autres puissances. Pour se protéger, les nations ont commencé à former des alliances. Bloc fermé. Engagement militaire. Promesse de soutien en cas de guerre. L'Europe a cessé d'être un groupe de pays indépendants. Et a commencé à fonctionner comme un système connecté. Si l'on tombait, tout le monde avait l'air traîné. Quels étaient les conflits auparavant isolés? Maintenant, ils pourraient se transformer en une guerre totale. Le continent tout entier se préparait, sans le savoir, pour une confrontation inévitable. Au début du XXe siècle, l'Europe était déjà divisée en deux grands blocs. Des alliances se nouent, mais la guerre ne semble pas encore inévitable. C'est alors qu'est apparu un facteur décisif. Allemagne. Sa croissance fut rapide, constante et supérieure à celle de toute autre puissance européenne. En quelques années, elle a surpassé ses rivaux en termes d'industrie, d'économie et de capacité militaire. Mais cette croissance a posé un problème. L'Allemagne n'avait pas assez d'espace, pas assez de colonies, ni un accès direct à toutes les ressources dont elle avait besoin. Et il a décidé de changer cela. Sa politique étrangère a cessé d'être défensive. Elle est devenue expansive, ambitieuse et imprévisible. L'Allemagne commença à construire une grande flotte capable de défier la domination navale britannique. Il renforce également son armée, se préparant à un conflit à grande échelle. Le message était clair. Je ne voulais pas seulement exister en Europe. Je voulais dominer. Ce changement a complètement bouleversé l'équilibre. La Grande-Bretagne y voyait une menace directe pour sa puissance maritime.
La France l'a interprété comme un risque pour sa sécurité. La Russie y voit un obstacle à son expansion. Chaque puissance a commencé à se préparer. Pas pour éviter la guerre, mais pour le gagner. L'Europe n'est plus un continent en tension. C'était un système de compte à rebours. Au début du XXe siècle, les tensions n'étaient plus théoriques. Ils ont commencé à prendre réellement forme. La France et la Grande-Bretagne, anciens rivaux. Ils ont décidé de laisser leur conflit derrière eux. Ils ont signé un accord. L'entente cordiale. Il ne s'agissait pas d'une alliance militaire directe. Mais l'équilibre des pouvoirs en Europe a changé. Pour la première fois, deux grandes puissances. Ils ont arrêté de se faire concurrence. Et ils ont commencé à se coordonner. L'Allemagne l'a interprété comme une menace. Il a essayé de briser ce nouvel équilibre. Et il a choisi un scénario précis. Maroc. En 1905, l'Allemagne intervient. Contester l'influence française dans la région. L'objectif était clair. Affaiblir les relations entre la France et la Grande-Bretagne. Mais c'est le contraire qui s'est produit. La France a reçu du soutien. La Grande-Bretagne n'a pas reculé. Et l'Allemagne était exposée. La crise ne s'est pas terminée par une guerre. Mais il a laissé quelque chose de bien plus dangereux. Méfiance. Tensions accumulées. Et la certitude que le conflit suivant, ce ne serait pas diplomatique. Je serais militaire. L'Europe n'était plus seulement divisée. Maintenant, elle se mettait à l'épreuve elle-même. Mesurer les forces. Se préparant. Pour ce qui viendrait après. L'Europe n'était plus seulement divisée. Maintenant, elle était chargée. Prête à exploser. Au cœur du continent existait une région instable, les Balkans. Un territoire où coexistaient des tensions anciennes. Empires affaiblis. Et des peuples qui voulaient l'indépendance. L'Autriche-Hongrie essayait de maintenir le contrôle. La Serbie aspirait à s'étendre. Et la Russie regardait. En protégeant les peuples slaves. Mais aussi en défendant ses propres intérêts. Chaque mouvement dans les Balkans n'était pas un fait isolé. C'était une menace pour tout l'équilibre européen. Une étincelle dans un champ rempli de poudre à canon. En même temps, les grandes puissances ont commencé à se préparer. Pas avec des mots, avec de l'acier. L'Allemagne et la Grande-Bretagne ont engagé une course navale sans précédent. Bateaux plus grands. Plus rapides. Plus destructeurs. Ce n'était pas une défense. C'était de l'anticipation. Chaque nation s'armait. Pas au cas où la guerre arriverait. Mais parce qu'il savait qu'il allait arriver. L'Europe a cessé d'être un continent en paix. Il est devenu un système sous tension. Un mécanisme parfait. Attendant seulement un signe. Un tir. Une erreur. Ou un destin inévitable. L'Europe était déjà prête. Pas pour la paix, mais pour la guerre. Il ne manquait qu'une étincelle. Et il est arrivé à Sarajevo. Le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, a été assassiné par un jeune nationaliste, Gavrilo Princip. Un coup. Un instant. Mais ce n'était pas un fait isolé. C'était le signal que tout le système attendait. L'Autriche-Hongrie a réagi immédiatement. Elle a accusé la Serbie, exigé des réponses impossibles et décidé d'attaquer. Alors le mécanisme s'est activé.
l'Allemagne a soutenu l'Autriche. La Russie s'est mobilisée en défense de la Serbie. La France a soutenu la Russie. Et l'Allemagne a déclaré la guerre. Toute l'Europe s'est mise en marche. Il n'y a pas eu de pause. Il n'y a pas eu de réflexion. Juste des décisions enchaînées, comme des dominos tombant les uns après les autres. En quelques jours, tout le continent était en guerre. Mais la guerre n'a pas commencé à Sarajevo. Sarajevo n'a été que le déclencheur. La guerre avait commencé bien avant, dans les alliances, dans les ambitions, dans la peur et dans la préparation constante d'un conflit inévitable. L'Europe n'est pas tombée dans la guerre. L'Europe y vivait déjà. Et en cet été 1914, l'histoire franchit un point de non-retour. Tout s'est passé en quelques jours. Le 31 juillet, l'Allemagne a lancé un ultimatum à la Russie, exigeant sa démobilisation immédiate. La Russie a refusé, puis l'Allemagne a déclaré la guerre. 2 jours plus tard, le conflit s'étend à la France. Mais le geste décisif en fut un autre. L'Allemagne envahit la Belgique, un territoire neutre. Cet acte a tout changé. La Grande-Bretagne n'a pas pu l'ignorer, et est entrée en guerre. En moins d'une semaine, toute l'Europe était plongée dans un conflit total. Les alliances se sont activées comme un mécanisme automatique. Personne ne pouvait l'arrêter. Personne ne voulait l'arrêter. Et le plus surprenant, c'est que beaucoup l'ont célébré. Après des décennies de tension, la guerre a été accueillie avec enthousiasme. Les foules remplissaient les rues, les drapeaux hissés, les discours patriotiques. Ils pensaient que ce serait rapide. Ils pensaient que ce serait glorieux. Ils pensaient qu'il reviendrait bientôt. Mais ils avaient tort. Très faux. Ce qui a commencé comme une chaîne de décisions rapides, allait devenir l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire. L'Europe n'était pas seulement entrée en guerre. Elle était entrée dans une nouvelle ère. Une époque de destruction totale. Et il n'y avait pas de retour en arrière. Mais la guerre ne s'est pas terminée comme il l'espérait. Ce n'était pas rapide. Ce n'était pas propre. C'est devenu lent, lourd et profondément destructeur. Le front occidental se retrouve dans une impasse totale. Des kilomètres de tranchées, des hommes enterrés dans la boue, et une guerre où l'on peut avancer de quelques mètres. Cela a coûté des milliers de vies. Les offensives se sont répétées encore et encore. Verdun, la Somme. Des noms qui ne représentaient pas des victoires, mais portaient usure pure. Les soldats vivaient sous le feu constant, entourés de morts, sans aucune possibilité de s'échapper. La technologie avançait, mais pas pour sauver des vies, pour les détruire plus rapidement. Mitrailleuses, artillerie lourde, gaz vénéneux. Et pour la première fois, les tanks. Des machines conçues pour briser le front. Mais encore imparfaites, incapables de changer le destin immédiat de la guerre. Pendant ce temps, à l'Est, la guerre était différente. Plus de mouvement. Plus d'espace. Mais tout aussi brutal. L'offensive russe de Broussilov a porté un coup dévastateur à l'Autriche-Hongrie. Ils ont capturé des centaines de milliers de prisonniers. Et pendant un moment, il semblait que l'équilibre pouvait se rompre. Mais ce n'était pas suffisant. Parce que cette guerre, il ne dépendait plus d'une seule victoire. C'était un système d'usure totale. Où je gagnerais.
pas le plus fort, sinon celui qui résistait le plus longtemps. L'Europe ne luttait plus pour avancer. Il se battait pour ne pas s'effondrer. Et chaque jour qui passait, la guerre devenait plus longue, plus coûteuse, et plus impossible à arrêter. La guerre continuait d'avancer, mais pas vers la victoire, vers l'usure. Après Verdun, une autre offensive est arrivée. La Somme. Une bataille conçue pour briser le front allemand. Mais ce qui s'est passé était autre chose. Le premier jour, des dizaines de milliers de soldats britanniques sont tombés. En l'espace de quelques heures. L'offensive a continué pendant des mois. Progrès minimum. Coûts énormes. Et une réalité de plus en plus claire. Il n'y avait pas de moyen rapide de gagner. Les généraux insistaient. Mais la guerre ne répondait plus à des plans. Elle répondait à l'usure. À la résistance. À la capacité de supporter plus de pertes que l'ennemi. Pendant ce temps, le conflit s'étendait au-delà des tranchées. Dans la mer, la Grande-Bretagne dominait. Sa flotte bloquait l'Allemagne, l'isolant du commerce et en affaiblissant son économie. L'Allemagne a répondu avec des sous-marins. Une nouvelle forme de guerre. Invisible, imprévisible et létale. Sur d'autres fronts, les tentatives de rompre l'équilibre échouaient également. Gallipoli. Une opération ambitieuse pour ouvrir une route vers la Russie a terminé en désastre. Des milliers de morts. Et aucune victoire. La guerre n'avait plus de direction claire. Il s'étendait, consommait des ressources et épuisait tous les camps. L'Europe était piégée dans un conflit que personne ne pouvait gagner rapidement, mais que personne ne pouvait quitter. Et plus cela durait, il devenait quelque chose de plus clair. Ce n'était pas une guerre normale. C'était une guerre totale. Et il n'avait pas encore montré le pire. La guerre ne se déroulait pas seulement dans les tranchées. On se battait aussi en mer. La Grande-Bretagne a imposé un blocus total, isolant l'Allemagne. Sans commerce, sans fourniture, sans issue. C'était une guerre différente. Pas contre des armées, contre l'économie et contre la population civile. L'Allemagne a répondu avec des sous-marins. Attaques invisibles, soudain, sans préavis. Les navires étaient coulés. Peu importe qui voyageait en eux. Alors, quelque chose s'est produit. Le Lusitania. Un paquebot transatlantique coulé. Plus de 1000 morts. Beaucoup d'entre eux civils. La réaction a été immédiate. L'opinion publique a changé. La guerre cessait d'être lointaine. Et il commençait à se sentir réel. Pendant un certain temps, l'Allemagne a freiné sa guerre sous-marine. Mais la tension n'a pas disparu. Parce que la mer, ce n'était plus un espace neutre. C'était un autre front. Un autre champ de bataille. Pendant ce temps, les grandes flottes recherchaient l'affrontement décisif. Jutlandia. Le plus grand choc naval de la guerre. Acier contre acier. Au milieu de la mer. Mais même là, il n'y a pas eu de victoire claire. Seulement plus d'usure. Plus d'incertitude. Plus de guerre.
l'Allemagne n'a pas réussi à rompre la domination britannique. Et la Grande-Bretagne n'a pas pu détruire la flotte allemande. L'équilibre continuait. Mais quelque chose avait changé. La guerre n'était plus seulement européenne. Il devenait global, affectant les économies, populations et décisions dans le monde entier. Et chaque mouvement approchait de nouvelles puissances au conflit. Parce que dans une guerre totale, personne ne reste neutre pour toujours. Alors que la guerre continuait, deux événements ont tout changé. Premièrement, États-Unis. Pendant des années, ils s'étaient maintenus neutres. Observants, commerçants, bénéficiant du conflit. Mais cette neutralité, cela ne pouvait pas durer pour toujours. Les attaques sous-marines allemandes et le naufrage de navires avec des civils ont changé l'opinion publique. La guerre n'était plus lointaine. C'était une menace directe. En 1917, les États-Unis ont pris une décision. Entrer dans la guerre. Pas seulement comme support, mais comme une force capable de faire pencher la balance. Des millions de soldats, ressources industrielles et une économie intacte. L'équilibre commençait à se rompre. Mais en même temps, à l'autre bout de l'Europe, c'est le contraire qui s'est produit. Russie s'effondrait. Des années de guerre. Faim. Défaite. Ils avaient poussé le pays à ses limites. La population a augmenté. L'armée commença à échouer. Et le système. Effondrement. En 1917. Le tsar abdiqua. Le vieil empire disparaissait. Mais le chaos ne s'est pas arrêté là. Parce qu'au milieu de cette crise, une nouvelle force est apparue. Les bolcheviks. Dirigés par Lénine. Ils ont promis quelque chose de simple et puissant. Paix, poil et la terre. Alors que d'autres doutaient, ils ont agi. Et petit à petit, ils ont pris le contrôle. La Russie sortait de la guerre, mais on entrait dans une révolution. Une révolution qui allait changer le monde. Donc la même année, la guerre a été complètement transformée. Un géant est entré dans le conflit. Et un autre s'effondrait de l'intérieur. Le bilan? Il n'était plus le même. Et la fin commençait à prendre forme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que pendant que la Russie tombait aux mains des bolcheviks, ils ont pris une décision qui allait changer la guerre. Sortez du conflit. En 1918, ils ont signé la paix avec l'Allemagne. Le front de l'Est disparaissait. Et l'Allemagne était libre. Libre de concentrer toutes ses forces sur un seul objectif. L'Ouest. C'était sa dernière chance. Sa dernière tentative de victoire. Au printemps 1918, il lance une offensive massive. Rapide. Violent. Décisif. Ils ont avancé comme jamais auparavant. Brisé les lignes. Poussé les alliés. Se rapproche dangereusement de la victoire. Il semblait que tout pourrait changer. Mais quelque chose avait changé dans la balance. Les États-Unis étaient déjà en guerre. Et ses troupes? Ils commençaient à arriver. Frais. Nombreux.
imparable. Les Alliés ont résisté. Et petit à petit, ils commencèrent à regagner du terrain. L'Allemagne avait tout parié. Et je perdais. L'usure, la faim, la fatigue commençaient à briser leur capacité de combat. Et alors est arrivée la fin. En novembre 1918, l'Allemagne a demandé l'armistice. La guerre avait terminé. Après des années de destruction, millions de morts et un continent dévasté. Rien n'a jamais été pareil. L'Europe n'était plus le centre du monde. Les empires étaient tombés. Et une nouvelle ère venait de commencer. Mais la paix, ce ne serait pas la fin. Ce serait juste le début de quelque chose encore plus grand. L'histoire ne s'est pas terminée là. Alors que la Russie tombait entre les mains des bolcheviks, ils ont pris une décision qui changerait la guerre. Sortir du conflit. En 1918, ils ont signé la paix avec l'Allemagne. Le front oriental a disparu. Et tout à coup, l'Allemagne est libre. Libre de concentrer tout son pouvoir sur un seul objectif. L'Ouest. C'était sa dernière chance. Sa dernière tentative de victoire. Au printemps 1918, ils ont lancé une offensive massive. Rapide, violente, imparable. Ils ont avancé comme jamais auparavant. Ils ont rompu les lignes. Ils ont poussé les Alliés. Pendant un moment, il semblait qu'ils pouvaient gagner. Mais l'équilibre avait déjà changé. Les États-Unis étaient en guerre. Et ses troupes commençaient à arriver. Fraîches. Nombreuses. Décisives. Les Alliés ont résisté. Et peu à peu, on commençait à regagner du terrain. L'Allemagne avait tout misé. Et je perdais. L'usure. La faim. La fatigue. Ils ont fini par briser sa résistance. Et alors est arrivée la fin. En novembre 1918, l'Allemagne a demandé l'armistice. La guerre avait terminé. Millions de morts. Un continent dévasté. Rien n'a été pareil. L'Europe a cessé d'être le centre du monde. Les empires sont tombés. Et une nouvelle ère commença. Mais la paix n'était pas la fin. C'était juste le début de quelque chose de beaucoup plus grand.